Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un extrait du Mariage de Figaro qui a été écrit par Beaumarchais en 1784. Beaumarchais est un auteur qui est très représentatif du siècle des Lumières puisqu'il va utiliser les ressources du théâtre pour critiquer un certain nombre de faits politiques, économiques et sociaux, comme par exemple les problématiques liées aux classes sociales, celles qui vont être liées à la place de la femme dans la société, celles qui vont être liées au mariage et éventuellement même celles qui vont être liées au remords. Avec lui, on se libère progressivement du stéréotype du valet de comédie, puisque l'arlequin de la Commedia dell'arte est très loin. Ici, avec Figaro, on va entamer un processus de passage entre un personnage de théâtre vers une personne quasiment réelle, puisque à travers la trilogie de Figaro, Beaumarchais met en scène l'évolution dans le temps d'un personnage, qui reviendra donc 3 fois à 3 moments de son existence. Cette trilogie est composée du Barbier de Séville, et puis du Mariage de Figaro, l'œuvre de laquelle est extraite notre texte, et enfin de La Mère coupable. Pour ce qui est du Mariage de Figaro, nous avons une remise en cause du statut traditionnel du valet, puisque celui qui va porter traditionnellement le stratagème va être lui-même la dupe. En effet, ici, dans cette pièce, ça va être les femmes, en l'occurrence Suzanne et la comtesse, qui vont prendre en main la majorité des stratagèmes de manière à faire tomber l'ordre patriarcal incarné par le comte. Cependant, Figaro reste quand même un valet assez débrouillard et assez stratège, comme va le montrer cet extrait dans lequel Bartolo va mener un procès contre lui dans le but de lui faire épouser Marceline, qu'il défend, et de lui faire payer une forte somme d'argent. Dans notre extrait, donc, nous avons des personnages qui représentent la cour, un juré, des jurys, en l'occurrence Bartolo, l'avocat, le comte qui va être le juge, et puis nous aurions Bridoison et Doublemain qui formeront les greffiers. À cela, on va opposer, du coup, Figaro, qui va mener seul sa défense, sans avocat. Je passe ainsi à la lecture du texte. Je, sous-signé, reconnais avoir reçu de demoiselle, etc., Marceline de Vertalure, dans le château d'Aguas Frescas, la somme de 2000 piastres, forte coordonnée. Laquelle somme je lui rendrai à sa réquisition dans ce château, et je l'épouserai par forme de reconnaissance, etc., signé Figaro, tout court. Mes conclusions sont au paiement du billet et à l'exécution de la promesse, avec dépens. Messieurs, jamais cause plus intéressante ne fut soumise au jugement de la cour. Et depuis Alexandre le Grand, qui promit mariage à la belle Thalestris, avant d'aller plus loin, avocat, convient-on de la validité du titre? Qu'opposez-vous à cette lecture? Il y a, messieurs, malice, erreur ou distraction, dans la manière dont on a lu la pièce. Car il n'est pas dit dans l'écrit laquelle somme je lui rendrai et je l'épouserai, mais laquelle somme je lui rendrai ou je l'épouserai, ce qui est bien différent. Dans notre texte, nous avons donc un accessoire, ici une lettre qui ressemble à une reconnaissance de dette, mais tout l'intérêt de l'échange théâtral portera sur non pas la validité du titre, mais sur son interprétation. Et en cela, cet accessoire va donc bien incarner un enjeu stratégique dans cette scène, et c'est ce que nous étudierons. Pour répondre à cette interrogation, nous diviserons notre texte en 5 mouvements. Mon premier mouvement ira de la ligne 1 à 7. Il s'agit de la présentation de cet accessoire, donc la pièce ajoutée au procès. De la ligne 8 à 26, il s'agira de la première contestation. De la ligne 27 à 39, la deuxième contestation. Ligne 40 à 46, troisième contestation. Et sur la fin, nous aurons le verdict du juge. Je commence ainsi le commentaire. Nous avons la présentation dès le début de l'extrait de la pièce ajoutée au procès, en l'occurrence la reconnaissance de dette. Elle est visible et reconnaissable pour plusieurs raisons. Premièrement, la présence des guillemets qui va l'isoler du reste de la prise de parole de Bartolo, mais aussi la récurrence du lexique officiel avec le terme sous-signé, avec la présentation du titre, du prénom, du nom, d'un lieu précis, qui vont donner une valeur juridique à l'écrit. Cette reconnaissance de dette va mettre en balance une somme à rendre et une condition d'épousailles. Ces deux éléments étant mis en relation par une conjonction de coordination à valeur adjonctive, en l'occurrence « et ».
Ce papier est signé de Figaro, Figaro tout court. Ici, on pourra noter la petite pique de Bartholo qui, en tant que médecin, c'est-à-dire notable, se moque un petit peu de son adversaire dans un système rhétorique tout à fait éprouvé. Les conclusions portent donc précisément sur cette conjonction de coordination, à savoir qu'il faut payer et épouser. À cela va suivre tout un système rhétorique avec une exorde, une digression, un exemple à valeur historique, etc. À partir de la didascalie, il plaide. Bartholo prend pleinement en main son rôle d'avocat, il surjoue et il va en faire des caisses pour pouvoir montrer à quel point il joue bien son rôle. Ce rôle, le comte n'en a pas besoin. Il va l'interrompre, ce qui va être noté à la fois par la didascalie et par les points de suspension qui montrent la coupure. Il s'agit avant tout d'un procès et plus que des exemples historiques peut-être inventés, il faut d'abord valider la preuve. Il s'agit ici de vérifier cette preuve puisque sur cette preuve, il faudra décider plus tard de la sentence. Ce qui est intéressant, c'est que cette preuve, la lettre, ne peut exister pour le spectateur que par son oralisation. La lettre sans oralisation n'est qu'un bout de papier dont le spectateur est coupé du contenu. En cela, la remarque de Brédoison qu'opposez-vous à cette lecture est révélatrice, puisqu'il s'agit bel et bien d'un problème de lecture autour duquel le valet Figaro va broder pour essayer de se sauver. Il y a malice, erreur ou distraction dans la manière dont on a lu la pièce. Il s'agit bien d'un problème de lecture, et ici la gradation descendante, malice, donc une erreur volontaire, erreur, quelque chose d'involontaire, ou distraction, une faute qui échappe à tout. Donc cette gradation descendante va montrer qu'il est beau joueur et qu'il émet l'hypothèse que peut-être ce n'est pas volontaire. Là où c'est intéressant, c'est cette expression « il n'est pas dit dans l'écrit ». Ici, l'expression va bien synthétiser ce problème qui est lié au théâtre dans l'oralisation des pièces écrites. En l'occurrence, c'est bien par la lecture qu'existe la preuve. Donc il n'est pas dit laquelle somme je lui rendrai et je l'épouserai, mais où je l'épouserai. Ici, l'usage des majuscules va venir modéliser une intonation que le comédien va devoir prendre pour pouvoir insister sur la distinction entre les conjonctions de coordination. Suivent une série de stichométies, c'est donc un ensemble de petites répliques très courtes qui vont accentuer le rythme et qui vont apparenter cette première contestation à une dispute dans une cour d'école. Il y a et, il y a ou, avec le retour de cette structure en parallélisme qui va rythmer tout le texte. Il nous faut donc quelqu'un d'objectif. Ce quelqu'un sera incarné par double main, qui est le greffier. Une objectivité qui est discutable, puisque lui-même dit souvent les parties déguisent en lisant. À travers cette critique du système judiciaire, on peut reconnaître aussi la potentialité que le document qui sert de preuve a été falsifié. Là où Figaro sous-entendait qu'il y avait une erreur de lecture, à partir de double main, on se rend compte que cette erreur n'est pas une erreur, mais bel et bien une malice, puisque avec l'alternance et ou qui met à égalité avec la structure en parallélisme les deux conjonctions de coordination, avec l'usage du superlatif absolu, le mot est si mal écrit, l'usage du terme péjoratif pâté, tout ça montre qu'il est possible que Bartholo, qui n'est pas avocat de formation, qui est médecin, ait falsifié ce document, éventuellement ait fait lui-même le pâté, de manière à pouvoir tourner la preuve à son avantage dans le procès. Bartholo continue sa plaidoirie. Il est toujours dans son rôle. Je soutiens moi que c'est la conjonction copulative et qui lie les membres corrélatifs de la phrase. Ici, on est bien dans un rôle de théâtre, puisque ce n'est pas du tout un vocabulaire auquel on est habitué avec ce personnage. Ce sont des termes très techniques. Ici, il utilise l'ancienne version d'adjonctif, il utilise copulatif, avec évidemment un sous-entendu sexuel qui est intéressant dans le cadre d'une demande de mariage, avec aussi l'idée de membre corrélatif de la phrase, donc du vocabulaire technique qui n'est pas véritablement à sa place ici dans sa bouche. Il joue son rôle et il soutient son interprétation. Figaro va, de manière ironique, plaider à son tour. Cette ironie se voit dans la didascalie, mais elle se voit aussi dans la reprise, la répétition quasiment à l'identique. Au moins un parallélisme, mais la répétition est quasiment totale. Au « et », il oppose le « ou ». Et avec l'apparition, le remplacement de « demoiselle » par « donzelle »,
on retombe vraiment dans la variation ironique. Cette variation ironique est volontaire de sa part, il l'explicite, appédant, pédant et demi. L'idée, c'est véritablement de rentrer dans une dialectique éristique. L'idée, c'est de détruire son adversaire en l'affrontant. Puisque la preuve a été falsifiée, ou en tout cas puisque la preuve n'est pas véritablement lisible, le juge ne peut pas statuer. Comment juger pareille question ? C'est ainsi que je passe à ma troisième partie. À cette impossibilité de statuer sur la validité de la preuve, on va déplacer le problème sur l'interprétation de cette preuve. En l'occurrence, Bartholo va admettre que peut-être c'était où. Il appelle ça une chicane, comme pour décrédibiliser la défense de Figaro. Il s'agit donc pour Figaro de faire des détours, c'est à ça que servent les chicanes. Ce sont des jeux d'enfants, des jeux de mots, qui n'auraient normalement pas lieu dans une cour, un jugement. En réalité, sa précipitation à l'accepter tendrait à prouver qu'il est lui-même à l'origine de ce pâté. En l'occurrence, si la défense de Figaro reste la même, Bartholo change pour sa part de stratagème. Examinons le titre en ce sens. Ici, il s'agit bel et bien d'un problème de signification, c'est un problème sémantique, on s'interroge sur le sens des mots et non plus sur le mot en lui-même. Ce qui est intéressant, c'est qu'il accuse Figaro de chicaner sur les mots, alors que c'est précisément ce que lui-même fait. Il se décrédibilise, là encore, directement. En l'occurrence, il va remplacer le « ou », conjonction copulative, comme il l'appelle, par un pronom relatif, « ou » avec accent. Cette défense est crédible, puisque de toute façon, il y a un pâté, personne ne peut lire s'il y a un accent ou pas. Il va donner une série d'exemples dans lesquels on voit poindre sa spécialité, à savoir la médecine, avec l'idée de saigner, avec la recette médicale. L'idée, c'est de montrer que ce « ou » est bel et bien un pronom relatif qui a vocation à montrer le lieu dans lequel devra se faire le mariage. À cela, Figaro va s'opposer radicalement. Il se place toujours sous le problème du sens. La phrase est dans le sens de celle-ci, donc il conserve la même défense, mais adapte cette défense à l'attaque qui lui est faite par le procureur Bartholo. Lui conserve du coup son explication de conjonction alternative en l'explicitant. On passe du « ou » tout seul à l'expression lexicalisée « ou bien ». Le sens est clair, on est toujours dans un problème sémantique. Là où c'est intéressant, c'est que les exemples qu'il va prendre vont avoir pour but moins d'exemplifier sa défense que d'attaquer directement Bartholo en jouant sur les exemples que lui-même avait pris. Ici, il va s'agir de critiquer les médecins qui sont sots, qui sont méchants. Sots et méchants qualifient aussi ceux qui gouvernent. Donc, à travers la critique des médecins, on voit aussi poindre une critique du comte directement. Mais celle-ci est suffisamment intelligemment faite que pour ne pas lui porter préjudice. Sa plaidoirie se conclut sur une question rhétorique, avec un maître Bartholo qui est totalement ironique. Il s'agit ici de jouer sur la syntaxe en rajoutant la virgule. La virgule dont Figaro parle n'est pas présente dans la partie entre guillemets qui ouvrait le texte. Dans la partie au début du texte, il s'agit de 2 points. Donc on va avoir un nouveau travestissement ici qui signale la falsification. En réalité, Figaro qui a signé ce papier le connaît. Il sait ce qu'il a écrit, et la quatrième partie qui est la troisième contestation, le débat va s'accélérer, déjà avec l'Esti-Comiti, cette succession de petites répliques très rapides, puis évidemment avec les didascalies, vite. Tout ça va avoir pour but de montrer que le procureur, Bartholo, est en train de perdre pied. L'utilisation stratégique que Figaro fait de son propre document va avoir comme effet de renverser la vapeur de l'accusation et de faire triompher progressivement sa propre défense. Là encore, dans cette partie, on peut signaler très rapidement une possible falsification avec le passage du présent « elle y est » à un imparfait « elle y était ». Et là encore, deuxième élément intéressant, c'est l'inversion du système énonciatif. Dans tout le début du texte, il s'agit de Bartholo qui s'adresse aux jurés en disant « messieurs ». À partir de cette troisième contestation, c'est Figaro qui utilise le « messieurs » et non plus Bartholo. Tout cela semble convaincre les juges, comme le montre la didascalie. Les juges se lèvent et opinent. Donc ils sont d'accord avec la défense, et c'est ainsi qu'ils vont rendre leur jugement dans ma dernière partie, le verdict. Le jugement est rendu par le comte, qui incarne le juge, et il va octroyer la victoire à la défense. Mais cette victoire sera paradoxale, comme va le montrer l'opposition « j'ai gagné,
j'ai perdu. Parce que tout simplement, le verdict s'appuie véritablement à la fois sur la preuve, sur le document, mais aussi sur son interprétation. Donc c'est ça le texte, avec son oralisation. On va donner la victoire à la défense, puisque c'est bien à la fois la conjonction de coordination à valeur alternative qui est retenue, c'est aussi la virgule qui est retenue, comme on le voit à la ligne 50. La Cour condamne le défenseur à payer 2000 piastres fortes à la demanderesse, virgule, ou sans accent, à l'épouser dans le jour. Donc c'est bien une victoire de la défense, mais cette victoire de la défense implique de facto la perte du camp de Figaro. Et en ce sens, l'utilisation stratégique que Figaro fait de cette preuve échoue. En quoi l'accessoire est-il ici un enjeu stratégique ? Premier élément, l'accessoire ici va être formalisé dans l'espace du texte. En effet, à travers les didascalies, à travers le recours aux guillemets, aux italiques, aux majuscules, on va pouvoir matérialiser le texte de la preuve à l'intérieur du texte des personnages. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à travers ces didascalies, ces guillemets, ces italiques, ces majuscules, il y a une espèce d'incertitude formelle. On ne sait pas véritablement quand commence la preuve, quand commence la plaidoirie. Cette incertitude formelle va engendrer une incertitude interprétative. C'est le deuxième point de conclusion. Dans ce texte, à aucun moment, l'accessoire n'est remis en cause, puisque c'est son interprétation, et non pas lui-même, qui est au centre des stratégies des deux parties. Cette remise en cause de l'interprétation va être modélisée dans le texte par la récurrence des figures de répétition, de parallélisme, avec leurs variations. Il s'agit bel et bien de montrer une lutte interprétative qui va servir aussi une certaine forme de comique. En définitive, il s'agit d'une défense efficace de Figaro, puisque son utilisation stratégique va permettre un verdict en sa faveur. Mais ce verdict en sa faveur est paradoxal, puisque c'est un verdict en la faveur de sa défense, et non pas de lui-même, puisqu'à la fin, il a effectivement perdu. L'enjeu stratégique de l'interprétation visait en réalité à créer une diversion, mais cette diversion ne prend pas sur le juge, qui reste objectif, lucide. Dernier élément d'intérêt, cet accessoire va aussi servir à deux niveaux, à travers une mise en abîme, puisqu'il va servir tout un discours de dénonciation, à la fois d'un système juridique, d'un système médical, d'un travail sur, on pourrait l'appeler des luttes des classes, qui vont avoir comme support, dans la réception par le spectateur, toujours cet accessoire. En cela, on pourrait rapprocher évidemment cette lettre des lettres présentes dans les fausses confidences, qui ont elles aussi cette portée à deux niveaux, à la fois dramatique et dramaturgique. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter la subordination dans la réplique de Figaro, lignes 10 à 12. Pour ce qui est du traitement de la question, la première étape est toujours de repérer les mots dont on sait qu'ils sont introducteurs de subordonnés, en l'occurrence, soit les pronoms relatifs, nous en avons 4 dans notre extrait, soit les conjonctions de subordination, nous en avons une dans cet extrait. Je commencerai d'abord par les propositions subordonnées conjonctives avant de passer aux relatives qui nous présentent deux cas particuliers. Pour ce qui est des conjonctives, donc, je peux repérer tout d'abord une conjonction de subordination, le Q apostrophe, du début de la réplique. Ici, il s'agit d'un cas particulier puisque comme nous sommes dans un dialogue, ce qui devrait fonctionner comme une proposition principale est à trouver dans la réplique qui précède. Ici, si on rétablit les éléments qui sont sous-entendus, la phrase correcte serait « j'oppose, proposition principale, qu'il y a, messieurs, malice, erreur, distraction dans la manière, etc. » Donc, tout cela fonctionnerait comme une proposition subordonnée conjonctive, complétive. J'oppose quoi, qu'il y a, etc. Pour ce qui est des pronoms relatifs, nous en avons un qui complète la proposition subordonnée que je viens de traiter, dont on a lu la pièce, dont est bel et bien un pronom relatif qui reprend le nom manière qui le précède et qui introduit du coup une proposition subordonnée relative. Autre proposition subordonnée relative qui ne pose pas tant de problèmes, c'est la dernière proposition, ce qui est bien différent. Ici, le qui, pronom relatif, reprend le pronom ce, qui lui-même reprend les propositions qui le précèdent, qui est donc introduit une proposition subordonnée relative, qui est bien différent, qui complète ce pronom antécédent. Enfin, on terminera avec deux cas particuliers qui sont le même, puisque les propositions sont répétées. Laquelle somme je lui rendrai.
Ici, nous sommes sûrs et certains qu'il s'agit d'une proposition subordonnée relative, tout simplement puisqu'elle est introduite par un composé de lequel dont on sait qu'ils sont pronoms relatifs. Le problème est pour l'identification de l'antécédent. En effet, normalement, l'antécédent, comme son nom l'indique, se place avant la proposition subordonnée relative. En tout cas, il n'appartient pas à la subordonnée relative. Ici, du coup, la première possibilité serait de se référer au début du texte, dont cette réplique est une répétition. En l'occurrence, l'antécédent serait alors la somme de 2000 piastres fortes coordonnées. Cependant, la construction de cette proposition, parce qu'elle répète le nom somme, pourrait permettre d'analyser la subordonnée relative ici sans référence à cette première réplique de Barthelot, en l'occurrence en considérant que laquelle somme je lui rendrai serait une proposition subordonnée relative de l'antécédent somme qui lui appartiendrait. Il s'agit donc ici d'un cas particulier d'une proposition subordonnée relative dont l'antécédent serait interne à la relative elle-même.